Bonjour à tous, donc on est en présence aujourd'hui avec François Bélanger, donc, qui est président de Transit City. Donc j'ai eu la chance de participer à une de ces conférences que j'ai trouvé très intéressant. Donc je vais les laisser se présenter. Président, c'est un bien grand mot. Moi, je suis consultant, je fais de la prospective et de l'innovation. Ma structure s'appelle donc Transit City. Et mon terrain de jeu, de réflexion, c'est la ville, avec trois grands secteurs, tout ce qui est transport, mobilité. Donc mes clients s'appellent PSA, Renault, Michelin, Orange, des sociétés qui réfléchissent un peu sur comment on va bouger demain, ça veut dire quoi, et c'est pas évidemment forcément la voiture. Tout le secteur de la distribution, beaucoup d'opérateurs de centres commerciaux, de grandes enseignes, de la grande distribution. Et puis tout ce qui est logement habitat. Voilà. Donc c'est aussi bien la Caisse des dépôts de consignation que des gens comme Nexity ou Bouygues, mes clients. Voilà. Et l'idée, c'est d'essayer de les... Donc moi je travaille beaucoup à l'étranger, je passe beaucoup de temps à l'étranger, c'est d'essayer de voir un peu comment ça bouge ailleurs et comment eux, à partir de ces expériences-là, peuvent repenser autrement leur modèle. Et parallèlement, c'est de faire des missions à l'étranger, parce que de plus en plus de boîtes évidemment travaillent au niveau mondial, et d'essayer d'aller réfléchir comment les villes à l'étranger vont bouger, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Donc c'est par exemple un exemple très concret, c'est la dernière mission pour Renault sur l'Afrique. C'est quoi les villes africaines en 2020-2030 et ça pourrait dire quoi éventuellement pour un constructeur automobile. D'accord. Donc par rapport à ce que tu as pu voir à l'étranger, quel est ton constat actuel? Qu'est-ce qui fait défaut à la France? Qu'est-ce qui pourrait être implémenté plus tard? Le constat actuel, il est simple, il est juste qu'on est à la fin d'une histoire. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux économiques, écologiques sont tels que notre modèle, le modèle occidental qui a conduit le monde depuis 4 siècles, ne va pas être tenable. Aujourd'hui, on est 7 milliards, il y a 1 milliard de riches, 2 milliards de gens qui aspirent l'aide, et puis il y a 4 milliards de pauvres. Demain, on sera à 9 milliards, il y aura 2 milliards de riches, 2 milliards qui aspirent l'aide et 5 milliards de pauvres. Donc demain, de toute manière, on va être dans un monde où il y aura plus de monde, il y aura un peu plus de riches, mais il y aura aussi de plus en plus de pauvres. Voilà. Et le modèle que les riches vont développer ne pourra pas s'appliquer au monde entier. Voilà. Parce que sur le plan écologique, sur le plan économique, ça ne va pas tenir. Aujourd'hui, on nous parle de plein de pays qui sont en pleine croissance. Quand on nous parle de la Chine, quand on nous parle de l'Inde, ce qu'on appelle la classe moyenne indienne, c'est 200 millions de personnes. Ce qu'on appelle la classe moyenne sur 1,2 milliard, 1,3 milliard. Ce qu'on appelle la classe moyenne chinoise, c'est 200 à 300 millions de personnes. Il y a beaucoup de personnes sur le bord de la route. Voilà. Et on sait que ces gens-là ne pourront pas tous avoir des voitures, ne pourront pas tous avoir un niveau de vie. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on a un niveau de vie qui n'est pas tenable. Le modèle américain sur lequel tout le monde rêve, il faudrait 7 planètes. Le modèle français sur lequel on vit, il faudrait 4 planètes. Voilà. Donc il faut bien comprendre de toute manière qu'aujourd'hui, on est sur quelque chose qui ne va pas tenir, pour un certain nombre de raisons. Voilà. Et que donc, il va falloir qu'on remette tout à plat. Bon. Et donc, c'est pas facile parce que nous, on vit bien ce milieu-là. Alors on s'inquiète quand on voit les Chinois qui vont piquer des parts de marché et tout, mais c'est marginal par rapport à ce qui nous attend. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de réfléchir à son entreprise en disant c'est quoi les gros enjeux de demain et ça veut dire quoi pour votre business. C'est tout. Et donc, après, c'est pas un drame, c'est juste qu'à un moment, il y a des périodes dans la vie, il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, il y a eu la Révolution industrielle, où il y a une période qui s'arrête, puis il y en a une autre qui est en train de se dessiner. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période grise. C'est-à-dire que le modèle industriel, on voit bien qu'il ne va pas tenir, mais le nouveau modèle, on sent bien qu'il est en train de émerger, mais on est entre les deux. Voilà. Donc, j'essaye très modestement d'essayer d'accompagner sur un certain nombre de thèmes mes clients. Voilà. Et puis surtout, pour la France, on a une révolution. C'est que, d'abord, on est persuadé que c'était l'Occident qui allait inventer le monde. On s'aperçoit que c'est pas aussi simple. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a plein de basculements, que le monde il tourne sans nous et qu'il va y avoir une relation sud-sud et qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous. Hein. Quand on regarde la croissance urbaine demain, elle se fait en Chine, en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud. Hein. Nous, Européens, Japonais et Américains, qui ont fait le monde depuis 40 ans, c'est peut-être plus là que ça va se faire. Voilà. Donc voilà, c'est essayer de comprendre tout ça et puis leur donner des outils. D'accord. Et donc tu parlais des gros enjeux de demain. Quels sont pour toi ces jeux Il y a l'enjeu énergétique. On sait aujourd'hui qu'on vit sur le pétrole, une énergie pas chère, et que c'est fini. Mais ce qui est tout bêtement, hein, si vous voulez une énergie pas chère, ça veut dire que notre modèle urbain ne tient pas. Par exemple, si on prend le cas de la France. Aujourd'hui, on s'est étalé parce qu'on a des voitures, on a des hypermarchés, tout ça. Dès que le litre d'essence passe à 1,60 €, 1,70 €, plein d'hypermarchés sont en train de se casser la figure. Les gens, ça coûte cher d'aller travailler. Bon. Et on voit que des modèles qui nous ont fait rêver ne tiennent plus. Par exemple, le modèle américain, qui était le modèle de l'étalement, de l'hypermarché, du grand tireur, est en train de basculer depuis 2008.
En 4 ans, on a eu un basculement total aux États-Unis. Nous, en France, on a le modèle américain. C'est-à-dire qu'on s'est étalé, on a fait les mêmes villas, les mêmes rocades, la même grande distribution. Il y a aujourd'hui, enfin historiquement, depuis une cinquantaine d'années, les pauvres étaient plutôt en centre-ville et les riches en périphérie. Il y a eu un basculement total depuis 4 ans. Voilà. Aujourd'hui, quand vous allez dans une banque, par exemple aux États-Unis, pour acheter une maison, on vous demande où vous êtes, de combien vous êtes éloigné de votre travail, en intégrant le coût de l'essence. C'est des choses qui n'étaient même pas imaginées il y a quelques années, si vous voulez. Voilà. C'est-à-dire, voilà, combien ça va vous coûter si vous allez vous installer là, le prix de l'essence va monter, tout ça. Donc on voit aujourd'hui qu'on était sur de l'énergie pas chère et que tout ça, ça va changer plein de choses. Voilà. Et qu'on va probablement passer d'un modèle américain où il y avait de l'espace et de la voiture à un modèle, on va dire, que moi je qualifie de japonais ou d'asiatique, de dense, plus sur la densité, la vie compacte, la marche à pied, tout ça. Même aux États-Unis. Même aux États-Unis, aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas un centre commercial périphérique ne s'est monté aux États-Unis depuis 2008. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est en fort développement, c'est ce qui avait été leur point fort au moment de la guerre, c'est les convenience stores, les petits magasins de proximité, si vous voulez. Et aujourd'hui, même Walmart est obligé de se redévelopper sur les neighborhood market, c'est-à-dire des magasins de proximité. Voilà. Donc il y a tous les schémas qui sont en train de basculer. Voilà. Il y a eu un modèle américain qui a été j'ai de l'espace. Je vais faire des hypermarchés un peu partout, j'ai des grandes maisons, j'ai des grands frigidaires, j'ai un coffre de voiture, je fais mes courses une fois par semaine. C'est le modèle européen, le modèle français. Pas le modèle européen, hein. Les Allemands ne travaillent pas comme ça. Et puis il y a un modèle japonais où ils n'ont pas beaucoup d'espace, ils ont des petites cuisines, ils ont des tout petits frigidaires, ils n'ont pas de voiture. Donc ils font leurs courses tous les jours. Et c'est la proximité des transports collectifs. Voilà. Et on est entre les deux. Et nous en France, on est en train de basculer d'un modèle à l'autre. C'est-à-dire qu'on a, on va dire Carrefour, et puis on a maintenant le modèle c'est plutôt Carrefour Market ou Monoprix. Voilà. Et c'est ce basculement qui est en train de se faire. Voilà. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qui vaut cher, et c'est ce qui existe par exemple aux États-Unis, c'est être prêt au transport collectif. Voilà. Et c'est donc ça touche tous les pays. Hein. En Australie, avant, le modèle, 72% des Australiens vivent en périphérie. Le modèle en Australie, c'était d'avoir une grande villa, une piscine. Aujourd'hui, le prix de l'immobilier, c'est plus cher en centre-ville qu'en périphérie. Parce que les gens savent que c'est perte de temps, parce que c'est pollution, parce que c'est surtout coût d'essence. Il y a aujourd'hui, voilà. Donc on est en train de changer, même si c'est un modèle qui fait encore rêver dans les pays africains, dans un modèle, le Chinois qui réussit, il veut avoir une villa, une voiture et tout. Mais on sait que ce modèle-là, ça va être plus chez nous. C'est pas tenable. Alors, ça va toujours plus chez une minorité. Et puis les industriels visent cette clientèle. Moi, je pense que soit on vise en effet les 200 millions de riches, soit on s'intéresse aux milliards qui restent et qui sont peut-être sur le bord de la route. Il y a des business qui sont en train de se faire, et puis on voit bien que les Indiens, il y a certains pays qui se tapent très bien avec cette clientèle-là, que nous on méprise, mais qui est probablement la clientèle de demain. D'accord. Ok, donc si j'ai bien compris par rapport à ce que tu disais par rapport aux États-Unis et ce qui se passe actuellement en France, c'est que les gens ne vont plus forcément dans les hypermarchés ou quoi que ce soit, mais vont plutôt dans les... L'hypermarché, c'est un modèle qui, depuis, on va dire, depuis 10 ans, souffre en France. Il y a une vingtaine d'années, les gens passaient 1h30 dans un hypermarché, aujourd'hui ils passent 40 minutes. Quand tu interroges les gens sur qu'est-ce qui est une course plaisir et qu'est-ce qui est une course corvée, l'hypermarché apparaît comme une course corvée. En plus, il réduit la base de sa clientèle, c'est-à-dire qu'en général, la clientèle historiquement était la mère de famille, enfin bien la famille. Les gens se marient de plus en plus tard, les enfants de plus en plus tard. Donc là où ils avaient en gros une clientèle qui commençait à 24-25 ans, ils la récupèrent 28, 29, 30 ans plutôt. Voilà. Ce qui arrive tard, c'est quand il y a un gamin, parce qu'on n'a pas de gamin, on ne va pas aller la marcher honnêtement. Enfin, on n'a pas de bagnole, enfin voilà, on a tout ça. Et puis en plus, la mère de famille qui a poussé un caddie pendant 25 ans, dès que le gamin est parti, elle n'y retourne pas. Donc en plus, là où ils réussissaient à récupérer une clientèle vieux, aujourd'hui, en fin de compte, ils ont une base de clientèle qui rétrécit énormément. Alors, pour une enseigne, c'est pas grave. Si elle est multicanal, c'est pas grave. Si elle a des enseignes au centre-ville, le vieux qui a perdu l'hypermarché, elle le récupère en centre-ville avec une supérette. Le jeune qui n'a pas d'hypermarché, elle peut le récupérer ailleurs. Voilà. Mais c'est une vraie révolution, c'est-à-dire que chez Carrefour, rien comme ça, ils disaient hypermarché, hypermarché, hypermarché. C'était même pas concevable quand on disait il faut revenir en centre-ville. Il y a 10 ans, vous n'écoutez pas là-dessus. Ils l'ont fait. Parce que voilà, suivez-moi. Donc on voit qu'il y a des tas de modèles qui ont basculé. Et puis il y a des modèles qu'on avait considérés comme morts, qui étaient par exemple. Oui, aussi, alors sociologiquement, c'est vrai qu'il y a ça, des histoires de famille, il y a beaucoup de mutations. Il y a aussi un nouveau rapport au temps. C'est-à-dire qu'à priori, on n'a jamais eu tant de temps libre quand on regarde les sondages français. Voilà, on va être 35 ans. Sauf que les sondages montrent aussi que les gens ont toujours l'impression de manquer de temps. Voilà. Et comme il y a un temps contraint qu'on ne peut pas réduire, qui est le temps des transports, le temps du boulot, le temps de l'école, enfin, c'est comme ça, c'est le temps, on va dire entre guillemets, libre, sur lequel on essaie de jouer. Et s'il y a bien un temps sur lequel, qui n'est pas un temps de plaisir, c'est celui des courses. Donc on va essayer de le réduire au maximum, quitte à, pour la chaque envoyé, quitte à le prolonger pour la chaque plaisir. Donc il y a aussi, c'est pas aussi simple, c'est-à-dire qu'il y a différents paramètres à intégrer. Voilà.
Donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, c'est plus moi qui vais au magasin, c'est le magasin qui vient à moi. Et moi, j'avais écrit des bouquins en 2000, en 2001, où j'ai annoncé la renaissance du drive, par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce que le drive, c'est pas vous qui prenez votre voiture qui allez à l'hypermarché, c'est l'hypermarché qui vient à vous. Et puis on voit bien que le téléphone mobile, d'Internet, vous quittez le boulot, vous faites votre commande, vous passez à son service au drive, vous récupérez vos achats. Voilà. C'est-à-dire que là, vous mettez 1h30 pour faire vos courses, vous en mettez 10 minutes. Et en plus, vous consommez moins d'essence. Donc vous allez tout gagner. Voilà. Alors le drive, ça peut être ce modèle automobile en France. Puis vous allez à Séoul. Dans le métro, c'est des portes palières, si vous voulez, comme des portes de sécurité. C'est Tesco qui a développé ça, le numéro 3 de la distribution mondiale qui est anglais. Il y a des films, si vous voulez, comme des linéaires de magasins. Vous mettez votre téléphone devant, vous cliquez avec un QR code, vous passez votre commande, vous validez votre commande et votre achat, vous arrivez chez vous le soir quand vous rentrez à la maison. C'est bien ça. Ça, c'est parfait. Voilà. Alors, ce qui n'empêche pas que le mec qui fait ça fasse ça pour ses achats corvée. Ça, les achats qui l'emmerdent un peu. Et puis quand il aura envie de faire une brocante, un marché bio, ou un truc comme ça, il prendra le temps qu'il faut. Mais c'est-à-dire que tout ce qui est, et surtout l'achat alimentaire qui est considéré comme récurrent, donc plutôt une corvée, là, il va le basculer comme ça. Mais il y a tas d'expériences. Les Suisses ont remonté une expérience qui était passionnante, ils l'ont arrêté pour des raisons pas budgétaires parce que ça marchait très bien. La COP avait mis dans les trains suisses, à une époque, au début des années 2000, des wagons qui étaient des épiceries. C'est-à-dire qu'au lieu de faire, si vous, les Suisses prennent beaucoup de train, au lieu de faire vos courses, si vous voulez, entre la gare et chez vous, ou par là, ils faisaient des courses en train. C'est-à-dire que la demi-heure de transport de train servait au moins à faire quelque chose. Ils vendaient tout, ils vendaient aussi bien le shampoing que le kiwi, il n'y a pas de problème. D'accord. Et tu penses que ces changements pourraient arriver quand en France? Ah bah, les changements, ils vont arriver quand il y aura la crise. Bien, tout changement arrive quand il y a la crise. Carrefour, mais vous n'êtes pas encore lancé dans la merde. Voilà. C'est-à-dire que ça a commencé à bouger la crise, pour moi, c'est pas tellement une crise sociale, une crise du prix de l'énergie. Ouais. C'est-à-dire qu'on le voit très bien, les gens deviennent écolos ou changent d'attitude. Voilà. Tout d'un coup, un jour, moi je parlais chez Darty, vous savez, des barèmes sur les consommations d'eau, consommation d'électricité. Ça n'avait jamais servi à rien. Les barèmes de l'ADEME, vous savez, les trucs. Et puis tout d'un coup, dans certaines régions, notamment en Bretagne, l'eau a valu très cher. Ah bah tout d'un coup, les Bretons sont écolos. Et ils ont acheté des machines qui consomment moins d'eau. Bah, bien sûr, parce que l'eau était plus chère. Voilà. Donc il y a juste des moments où on a juste. Voilà. Sauf que c'est pas facile non plus pour l'entreprise qui a un modèle qui crache du fric, voilà, de dire bah, on va mettre ça à plat et puis on va innover. Voilà. Donc il y a des tas comme ça si on prend la distribution elle bouge depuis 4-5 ans. La distribution, on prend la distribution, elle s'est inventée, c'est une histoire neuve, hein, elle a 64, c'est le premier hypermarché. Voilà. Après, c'est une première claque avec 73, avec le choc pétrolier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vend de l'essence. Et aujourd'hui, 62% de l'essence vendue en France est vendue par la grande distribution. Sauf qu'aujourd'hui, elle sait que l'essence pas chère, c'est fini. Voilà. Et que c'est parce qu'à la discounter, elle achètera au même pays, au Qatar, en Arabie Saoudite, au Venezuela, elle achètera au même prix que Total. Voilà. Même si ça fait moins de marge, l'essence sera toujours chère. Ben, elle fait quoi? Elle est en train de se dire, bah, je vais m'installer autrement, je vais faire que les gens ne mettent pas en voiture. Et puis éventuellement, s'ils doivent se déplacer, ben, je vais faire comme à Pékin, Carrefour qui fait des lignes de bus, ou je fais comme Ikea, par exemple, qui s'installe à Brooklyn, à New York, et puis qui s'aperçoit quand même que le bobo de New York, de Manhattan n'a pas de voiture, donc il fait quoi? Qu'il vend 3 lignes de bus et 2 lignes de ferry en disant, ben, vous, quand vous venez chez nous, on vous paye le transport. Vous voyez. Donc là où ils vendent des essences pas chères, maintenant ils deviennent opérateurs de mobilité. Voilà. Ikea, par exemple, pour Copenhague, vous louez des vélos. En Chine, Carrefour fait du Vélib'. C'est intéressant. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se disent, donc c'est comme ça, mais c'est des ajustements. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que ben, dans les pays pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas de voiture. Enfin, dans les pays en développement, donc voilà, ils deviennent opérateurs de mobilité. Et puis dans les pays riches, ils s'aperçoivent que les gens ne veulent plus de bagnole. Donc c'est New York, Ikea, voilà, devient opérateur de mobilité. Donc c'est en fin de compte des contraintes, mais c'est business, hein, c'est comment en fin de compte, voilà, quand ça marche bien, quand ça crache du fric. Honnêtement, même à titre personnel, nous tous, quand ça marchait bien, on peut tout changer. Ouais. Le mec qui dit je fous tout en l'air, tout marchait bien, peut-être au casse le mec. Donc courageux ou inconscient, ou très bien, un artiste. Voilà. Mais de toute manière, quand on bouge, c'est qu'on sent que le business c'est ça. Et là, ça arrive aux États-Unis, c'est pour ça que eux. Non, mais ça arrive partout. Ça arrive partout. Ça arrive partout. Carrefour, regardez, il se casse la gueule. Aujourd'hui, il y a des tas de boîtes qui étaient les rois du monde et qui aujourd'hui ne sont plus opérants. Enfin, je veux dire, mais moi j'ai vécu quelque chose il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, devant la télévision, où un matin, j'étais avec mon fils qui a 13 ans, et on annonce la mort de Kodak. Et je fais ah, Kodak disparaît. Et mon fils de 13 ans me fait c'est quoi Kodak? Voilà. Kodak, ça n'existe pas pour lui. Hein?
parce qu'il y a eu le numérique, parce que tout ça, et puis ils ont pas voilà. Et puis aujourd'hui, vous demandez à un gamin, il y a 30 ans, vous disiez à un jeune c'est quoi la mobilité, il vous disait une voiture. Vous me dites à un gamin c'est quoi la mobilité aujourd'hui, la liberté, il y a 30 ans, vous demandez, vous disiez c'est la voiture. Aujourd'hui, vous demandez la liberté c'est quoi un gamin, il vous dit un téléphone, une paire de baskets. Il s'en fout. Enfin, s'il en a une, il la prend, il la pose et puis il s'en fout. Voilà, son fric, il le met complètement ailleurs. Il le met dans du réseau social, tout ça. Voilà. Donc tout change. On n'a pas les mêmes références culturelles, on n'a pas les mêmes contraintes, on n'a pas les mêmes techniques. Et puis ça, c'est quand même la grande révolution. On parle de révolution écologique, de révolution énergétique. Mais évidemment, c'est Internet. On a juste les outils que l'on a sont radicalement différents. Donc notre rapport au monde, évidemment, change complètement. Et par rapport à ceux qui nous écoutent, s'il y avait des business à lancer, qu'est-ce que tu recommanderais, les sujets, les thèmes? Non, je sais pas, moi j'ai pas d'idée comme ça qui viennent, mais j'ai pas, enfin à la limite j'en ai 50 000. Non mais c'est à chacun. Moi je crois pas aux mecs qui racontent il y a du business, je pense qu'il y a du business partout, dans la boulangerie, dans la poissonnerie, dans le truc le plus, voilà, la cordonnerie, enfin j'en sais rien, je pense qu'il y a du business partout. Après c'est juste, il faut être moins businessman, il faut être plus sociologue. Je pense que quand on fait du business, c'est la sociologie. Alors, soit il y a le geek qui en effet la technique, ça passe bien et tout, mais on s'aperçoit que même le geek, il n'est pas que technique. C'est-à-dire que Instagram, il a bien compris qu'en fin de compte, avec la photo qui se ressemble toutes, c'est beau faire une photo un peu sépia, c'est sympa. Voilà. Ils ont 1 milliard ensuite à Facebook, le mec. Là. Il a plus compris que c'est notre rapport à l'image qui fait que, voilà. Alors ensuite, il est outillé, il a fait les études pour faire quoi avec ça. Mais c'est ça le business, c'est plus sentir la société, c'est là où il y a des manques. Là où ça peut être, c'est souvent, parfois c'est très connement, enfin, tout le monde connaît l'histoire de Walkman, hein, c'est le patron de Sony, il voulait écouter de la musique en jouant au golf. En 1976, il casse les pieds de ses ingénieurs, il dit moi je vais écouter, on a inventé Walkman. Ça peut être, c'est ça. Je pense que le business, il est d'abord faire quand même, parce que si on, voilà. Et puis il s'intéresse à un truc, il dit tiens, il y a une business. Donc je sais pas, moi je connais pas, voilà. Il y a des centaines d'idées de business. Moi j'en ai des centaines, mais il y en a plein que j'ai pas envie de faire. Mais il y en a des centaines. Après, quand on me promène dans une rue, il y a 15 trucs où je me dis tiens, il y a peut-être un truc à faire, là, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Là, voilà. Et t'as de trucs, mais t'as de trucs très cons. Hein. Trucs très bêtes, moi je suis là, on est en 8e. On est près de l'Élysée, il y a plein de bureaux, il y a plein de restaurants. Tous les midis, c'est la panique, il y a 1 heure de queue, la boulangerie du coin, le meuble du coin, chez tata. Je me dis, mais pourquoi quel est le mec qui m'a inventé, qui va monter juste faire un moment, aller voir une entreprise en disant, je vais vous chercher tous vos plats et tout ça, comme on voit en Inde, de la balade, avec tous les plats sur la tête et ça. Il y a des tas de choses, mais des tas de petits services. Voilà, qui peuvent se monter. C'est très con ce que je veux dire, mais c'est une succession de ça. C'est-à-dire que la vie aujourd'hui est tellement difficile au quotidien, c'est tellement la course pour les actifs et tout ça, qu'il y a plein de choses qui devraient faciliter la vie. Voilà. Alors en effet, c'est pas de la technologie, c'est pas de la finance, c'est pas forcément glorieux, c'est pas facile, parce que c'est moitié de service, il faut du moteur, puis il y a plein de choses. Très bien. Est-ce que tu aurais pour terminer, est-ce que tu aurais des recommandations à ceux qui nous écoutent? Non, c'est juste voilà, savoir qu'on a les tripes, qu'on va peut-être passer des moments un peu difficiles, des nuits un peu courtes, parfois avec des angoisses, mais en même temps on aura liberté, c'est quand même plus sympa de bosser pour soi, pour bosser des clients qu'on a plus ou moins choisi, de bosser pour un patron, puis on construit sa vie et tout, donc voilà, c'est juste avoir le niaque et tout ça. Alors c'est pas forcément facile, c'est tout ça, tout est toujours fragile. Non, le conseil c'est foncer quoi. Enfin, voilà. Tous les gens que moi j'admire ou que je connais ne se sont pas posé la question. J'ai fait un bouquin il y a une quinzaine d'années, je l'avais fait préfacé par Richard Branson. Quand je discute avec lui, je dis ce mec-là n'a jamais. Voilà, il marche par passion. Quand vous rencontrez Yvon Chouinard, patron de Patagonia, il marche par passion. Steve Jobs, il a monté ça par passion parce qu'il a une vision du monde. Enfin, tous les gens en business, le mec qui a monté Nike, il n'a pas dit je fais un an, il s'est dit voilà, il y a juste le sport est en train de changer, le sport avance dans les stades, depuis ça va se faire autrement, ça va être dans la ville, ça va être là. Il a compris les mutations du sport, ce qu'il n'avait pas compris Adidas par exemple. Là, c'est continuer à équiper les équipes olympiques, les équipes de foot, tout ça. Et lui, il a compris complètement. Donc il a complètement compris la révolution du sport. Ils vendent des baskets, sauf que son discours marketing, le just do it, c'est extra. C'est-à-dire que c'était complètement décalé. Avant, le sport, c'était. Moi, j'ai parti d'une génération où vous faisiez départemental, régional, vous alliez au national, enfin, ouais, c'était. Voilà.
Et j'avais plein de trucs comme ça. Je me dis, non, le sport, c'est 80% des gens font du sport, ils sont pas licenciés. Et Nike a su très bien répondre. Il a compris qu'il y avait des imaginaires sur le confort, sur la liberté, sur le nouveau rapport au corps. Voilà. Après, tu rentres la basket, qui ressemble en effet à celle de l'autre. Très bien. Bah, écoute, François, merci beaucoup pour cette interview. Profitez maintenant pour télécharger gratuitement le livre Les 10 piliers d'une entreprise solide en cliquant sur ce lien.